je sais que je remonte trop haut. C'est le métro. C'est l'arrivée de la gare dans tous les cas. Oui, c'est le métro. Et l'honneur de recevoir pour la 3e fois, vous allez devenir presque un habitué, Roger Olindre. Alors tout le monde, j'espère, le connaît, au moins de réputation. Si il fallait uniquement mettre un seul mot, on pourrait dire qu'il est resté un soldat. Je sais, oui. À 15 ans, résistant encore aujourd'hui. Je ne vais pas évoquer vos combats, résistance, Indochine, Algérie, puis le combat politique pour la défense de ce qui nous est cher. Le sol qui nous a vu naître, ou que nous avons adopté, notre langue, nos coutumes, nos mœurs. Et peut-être je suis un peu coupable du dernier livre que vous avez publié, qui vous sera présenté tout à l'heure par Didier Rochard. On pourrait dire que c'est un anti-manuel d'histoire. Et je vous inviterai tout à l'heure, après la conférence, à vous le faire dédicacer et à le faire lire aux jeunes. Ayez la curiosité de regarder le livre d'histoire et de littérature de vos enfants ou de vos petits-enfants et essayez de les comparer avec vos souvenirs d'autrefois. Vous verrez le fossé. Et posez-vous la question, avec ces manuels, peut-on faire des Français? Il y a un livre qui complète le vôtre, qui est sorti il y a quelque temps de la conférencière de la semaine dernière, Lina Murnémé, sur Tariq Oubrou, Boubacar et l'ineffable Ramadan. Il faut savoir que ces gens-là distillent la haine de notre pays, de notre culture. Même s'il se trouve des prêtres d'occasion qui vont être le faire-valoir ou la caution morale de ces destructeurs. Et retenez une phrase pas si bête que ça de François Hollande, dans quelque temps ce sera la guerre civile ou la partition. Et certainement une des raisons du livre, c'est essayer de pallier à ce qui nous menace. À vous, cher ami. Merci frère. Une seconde de présentation du livre, surtout pour les malheureux qui sont peut-être dans cette salle, je ne le pense pas, mais peut-être, qui n'auraient pas lu les livres précédents. Car La réconciliation nationale, lettre ouverte aux Français musulmans, est bien évidemment la suite du témoignage et des prises de position de Roger Olindre sur l'histoire, certes, mais aussi l'histoire contemporaine, ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce livre est indispensable, car effectivement, on sait la prégnance du problème musulman et du problème terroriste, on en entend parler tous les jours, et il est urgent que les jeunes de cette communauté, puisqu'on constate l'établissement de ce communautarisme, l'organisation de ce communautarisme, eh bien, il est urgent que les jeunes connaissent la véritable histoire de leur père ou de leur grand-père. Or, comme vient de le dire le frère, comme vous l'avez tous constaté, aucun de ces jeunes ne connaît ce qu'est véritablement l'histoire. Qui, mieux que Roger Olindre, qui a été l'instrument de cette histoire, pouvait effectivement témoigner de ce qu'il avait vécu. Je rappelle simplement que Roger, après sa période militaire, est resté sur place à Tébessa, qu'il a organisé, il nous le dira tout à l'heure, qui a organisé des camps de jeunesse, et que des troupes de scouts, et que tous ces jeunes, connaissant l'histoire de France, s'entendaient parfaitement bien. Alors je ne dévoile pas ce que va nous dire dans un instant Roger Olindre, mais ceci aurait pu être vrai sur le territoire français. On imagine toutes les coteries et les lobbies
qui ont travaillé à l'inverse de cette révélation de l'histoire vraie, et c'est aujourd'hui ces jeunes qu'on retrouve à brûler des voitures dans la rue. Par conséquent, il est plus que nécessaire de donner cette lettre ouverte aux Français musulmans pour bien leur démontrer que dans ce livre et dans l'histoire, ce qu'on leur a raconté est faux et qu'ils ont donc été manipulés complètement et qu'aujourd'hui la réconciliation nationale est possible à condition d'en connaître les tenants et les aboutissements. Ce sont les livres de Roger Olindre, ça suffit le dernier qui est un manuel d'histoire, et puis celui-ci qui le complète parfaitement d'une façon encore plus précise auprès de nos amis les Français musulmans. Roger Olindre, c'est à toi. Bon, ben, je suis content d'être... Tiens, on peut pousser la chaise un peu. Bon. Je suis content d'être venu parler une fois de plus devant vous ce soir. Je dirige une association d'anciens combattants qui s'appelle les combattants, le Cercle national des combattants. Et vu la situation de notre malheureux pays, j'avais il y a quelques années un château en Sologne où je menais une troupe scout de 100 à 150 garçons et filles. Et c'est Madame Buffet, la communiste Buffet, quand elle était ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a dissous le mouvement sur un rapport qui disait, en parlant de moi, rassemble ces garçons et ces filles le matin au pied du mât, leur fait la morale, leur parle de la France et leur fait chanter la Marseillaise. 8 jours après, les gendarmes étaient là, et le camp était fermé. Le camp était fermé d'ailleurs de façon bizarre parce que le capitaine de gendarmerie de Neuvy-sur-Barangeon est venu me voir et m'a dit « Mais monsieur Olindre, j'ai ordre de fermer votre camp. » Alors, ça vous arrangerait que ça soit fermé quand? Parce que l'ordre de la préfecture, c'était que je sois foutu à la porte immédiatement et que les garçons et les filles soient foutus à la porte immédiatement. Je lui ai dit, écoutez, dimanche, il y a le baptême de la promotion. Ensuite, il y a le défilé des cadets. Ensuite, il y a un grand repas avec les parents. Ça m'arrangerait de fermer dimanche après-midi. Et il m'a dit, monsieur Olindre, je vous donne ordre de fermer dimanche après-midi. Ce qui prouve que même les gendarmes ne sont pas dupes et que dans notre pays, j'espère qu'il y a beaucoup de gens comme les gendarmes qui ne sont pas dupes de la merde que l'on nous prépare. Je sais que c'est enregistré, que c'est un gros mot, mais on peut regarder partout. Ce n'est que ça, un champ d'épandage. Alors, je relance les cadets. Le drapeau est arrivé il y a quelques jours, 1800 €, les insignes sont faites, on va trouver les tenues, et on va faire, pour commencer, une compagnie d'honneur. Ces garçons et ces filles, on les emmènera aux manifestations patriotiques, devant les monuments aux morts, et pour enterrer les gens qui ont fait quelque chose pour la France et dont souvent la famille n'est même pas présente, aux enterrements. Alors j'avais calculé tout ça, tout était en place, et je vais sortir un journal aussi. Je vais sortir un journal qui s'appelle Hier, aujourd'hui, demain, la France. Ça sera un anti-Charlie. C'est-à-dire qu'on va essayer d'apprendre aux gosses de France ce qu'était leur pays. Ce qu'est leur pays. La première page du journal, dans la première, il y a une grande affiche très belle de la guerre de 14, des volontaires nationaux après la guerre de 14. Dans la deuxième page, le texte qui sera là, de mon éditorial, commencera par le fait disant « Jeunes de France, garçons ou filles, tu n'as pas à avoir honte de ton pays. Les gens qui viennent te raconter que ton pays est raciste sont des ordures. La France n'est pas un pays raciste, mais ce sont les racistes qui font en sorte que le cirque existe dans notre nation. » Et je ne vous cacherai pas que pour la première fois depuis longtemps, alors que
je suis bien dans ma peau, j'ai ma tête bien sur les épaules, je commence à me faire du souci. Et l'éditorial du journal, que j'avais en partie préparé, je l'ai annulé cette nuit. Parce que je vais faire partir l'éditorial de ce qui vient de se passer à Aulnay. Parce que tous les jours, on voit des gugus qui viennent à la télé, à la radio. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ces jeunes font-ils ça? Mais pourquoi ces jeunes ne feraient-ils pas ça? Qui leur a parlé de la France en bien? Ils nous emmerdent à longueur de journée avec l'occupation allemande et tout ça. Mais moi, j'étais là pendant l'occupation allemande. Si la radio allemande faisait de la propagande pour l'Allemagne, la radio dite de Vichy ne passait pas sa journée à insulter la France et à présenter la France de façon honteuse. Tous ces jeunes de banlieue, qu'est-ce qu'ils ont appris de la France? Lorsqu'un Toubi fait une opération et à un quart de seconde il rate l'opération, il va au trou parce qu'il est responsable de la seconde où son scalpel a dérapé. Mais ces messieurs dames de l'éducation nationale qui ont pourri la jeunesse française, qui sont eux seuls responsables de ce qui se passe aujourd'hui, personne ne leur dit rien. Il n'y a pas un rond pour l'armée. Le matériel commence à partir en bisous partout. Les trois quarts des hélicoptères sont dans des hangars en attendant d'être réparés. Ça rappelle un peu les armées d'Afrique que j'ai bien connues, où le cannibalisme, on prend des pièges sur tel ou tel appareil ou sur tel ou tel véhicule. Je me demande d'ailleurs comment on réussit encore à avoir des unités de l'armée valables, et il y en a de très valables, des flics encore valables, dans la mesure où lorsqu'on donne des flashballs à des flics et qu'il y en a un qui se sert du flashball, eh bien, il risque d'aller en prison. Alors maintenant, ils prennent plus le flashball, ils ont la matraque, on va leur supprimer les matraques, mais ça va durer pendant combien d'années? Pendant combien d'années ça va durer? Ça n'est pas possible. Alors je voyais l'autre jour un gars qui me dit, mais Hollande, là, t'es en train de baisser le froc. J'ai vu le titre de ton bouquin, là, La réconciliation nationale, là, hein? Mais j'ai dit, est-ce que tu as lu le bouquin? Ah non, non, je suis pas prêt de l'acheter celui-là. Alors tu n'es pas prêt de l'acheter, tu l'as pas lu, mais t'es pire que les bolches, t'es pire que les bolchos. Hein? Toi, tu critiques un bouquin sans l'avoir acheté, sans l'avoir lu. Hein? Qu'est-ce que je raconte dans ce bouquin? Exactement le contraire de ce que tu crois. Parce que dans ce bouquin, j'explique à tous ces gens que je n'accuse pas d'être ce qu'ils sont, parce que ce sont les gouvernements français qui en ont fait ce qu'ils sont. Et rien ne pouvait arriver d'autre que ces voyous en banlieue dont personne jusqu'à présent ne s'est occupé. L'armée rouge de l'éducation nationale n'a jamais fait son travail. Et je vous annonce, si vous ne le savez pas, que l'armée qui manque de crédit et d'effectifs, eh bien, les délégués syndicaux détachés de l'éducation nationale représentent une dizaine ou une quinzaine de régiments. Voilà, comptons le régiment à 1000 hommes, hein, même ils ne les font pas aujourd'hui, mais comptons à 1000 hommes, ça vous fait 10 ou 15 régiments qui sont payés à ne rien foutre, à organiser la grève. Nous sommes depuis cette année, c'était le 100e anniversaire de la bataille de Verdun. On pouvait quand même espérer une chose, c'est que profitant de ce 100e anniversaire, quelqu'un dans ce gouvernement dirait c'est peut-être temps de parler de la réconciliation nationale. Eh ben non, pas du tout, pas du tout. J'entendais l'autre jour une émission avec des spécialistes. Les gars disaient, mais Pétain, Verdun, mais il n'a jamais été à Verdun, Pétain. Il passait sa vie au bordel. Non mais attention, je n'invente rien, moi je n'invente jamais rien. Chez moi, j'ai l'heure, la date et tout ça a été dit. Hein? Toutes les journées, tous les jours,
on dégobille sur la France, il dégobille sur la France. Hein, cette affaire Fillon. Est-ce que vous pensez que moi je crois que M. Fillon a eu raison d'employer sa femme, ses 2 fils et tout ça? Mais quand j'étais député, j'avais fait une petite enquête. Les trois quarts des députés socialistes avaient comme attaché parlementaire leur bonne portugaise. Voilà. C'est pas compliqué. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit, M. Fillon? Il dit, mais tout ce que j'ai fait n'est pas interdit. Et il a raison, c'est vrai, ça n'est pas interdit. Mais si vous voyez le gâchis, est-ce que vous savez, par exemple, peut-être personne ne vous l'a dit, mais ce soir, un homme, moi je vous le dis, lorsqu'il y a séance de nuit au Parlement, eh bien, dès que la séance dépasse minuit, le personnel est payé en heures supplémentaires. Et comment le personnel est-il payé en heures supplémentaires? Eh bien, les huissiers de l'Assemblée, hein, le matin, passent dans tous les services et donnent une enveloppe en liquide aux employés. Vous m'entendez? Qu'on me mette au trou, si ça n'est pas vrai. Mais quand je dis des choses comme ça sur les tribunes en banlieue, je dis, mais que les gendarmes m'attendent à la sortie, si ce que j'ai dit n'est pas vrai. Mais manque de peau, ça n'est pas vrai. Et dans mon bouquin, et dans ceux que j'ai écrits avant, je dis, mais t'exagères pas un peu? Non, je n'exagère pas. Je travaille sur dossier, sur documents, et sur ce que j'ai vu. Bon, j'étais résistant à 15 ans, j'étais militaire à 17 ans, j'ai fait 3 séjours en Indochine, j'ai fait l'Algérie, j'ai rien raté, j'ai fait l'Algérie française, j'ai fait l'Ouest. Moi, je n'ai rien raté. Hein, rien raté. Alors, un des amis, des fois, dit toutes les conneries, t'as traversé la rue pour y aller. Mais j'étais présent. Et la dernière fois que je suis venu ici, il y a un monsieur gentil qui était là avec sa femme, qui m'a dit, mais mon cher ami, je vous ai écouté toute la soirée, mais est-ce que vous avez un plan pour sauver la France? Mais à 87 ans, moi je n'ose pas dire à un monsieur qui est là, qui est un ami du frère certainement, qui est certainement quelqu'un de sympathique, que j'ai quelque chose, un plan pour sauver la France. Pour sauver la France, il faut se lever le matin. Pour sauver la France, il faut donner l'exemple. Pour sauver la France, comme on disait aux parents, il faut avoir le slip propre pour monter au cocotier. Voilà. Mais moi, je pense avoir le slip propre. Mais je ne me sens pas le droit de donner des conseils à tout le monde. Seulement, je dis, ben, si vous voulez vous battre pour le pays, pas de problème. Vous faites comme moi. Et je fais ce que je peux. Et je le fais dans le bon sens. Pourquoi je me permets d'ouvrir ma gueule, comme on dit dans l'armée? Je me permets d'ouvrir ma gueule parce que en Algérie, je me suis fait démobiliser. Je travaillais habillé en félaga. Et avec 4 ou 5 types, je rentrais dans les katibas, des opérations d'infiltration. J'ai fait prisonnier, à coups de poing dans la gueule, des félagas en armes, au milieu d'eux. Donc je sais de quoi je parle. Et puis un jour, dans un combat au corps à corps, j'ai pris une balle en pleine tête. Hein. Certains disent que c'est pour ça que je suis plus très normal, mais enfin je crois que de ce côté-là, ça va quand même. Et puis, j'étais à l'hôpital de Philippeville, et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai pensé, j'en étais vite convaincu, que nous allions gagner militairement la guerre, mais que M. de Gaulle allait nous la faire perdre politiquement. C'est ce qui s'est passé. Non, voilà, mais vous n'avez pas honte? Vous attaquez le général de Gaulle? J'attaque le général de Gaulle parce qu'il a vendu l'Algérie et que le merdier dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et les prémices de guerre civile qui existent aujourd'hui dans notre pays, c'est à cela qu'on le doit.
Parce que les musulmans ne respectent que les gens qui se font respecter et qui sont respectables. Voilà. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais eu aucune sympathie pour les porteurs de valises qui trahissaient leur pays. Parce que moi, je connais des gens du FLN qui m'ont dit, les porteurs de valises, nous, s'ils avaient été vraiment de notre camp, hein, on les aurait fusillés. Et c'est ça, la réalité des faits. Alors, moi, je lis une grande partie de la presse. Vraiment, une très grande partie de la presse. Et chaque semaine, je lis les articles de M. Attali. M. Attali qui donne des leçons à tout le monde. M. Attali qui est le prince, hein, du nomadisme. C'est-à-dire qu'on est tous nomades. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de patrie, il n'y a plus rien. Bon. Alors, tout le monde va où il veut, tout le monde couche avec qui il veut, tout le monde... Bon, voilà, comme ça. Et il y a 3 numéros en arrière, je les ai chez moi, tout ça est classé, tout ça va servir pour le journal que nous sortons pour les cadets, là. Et M. Attali, que dit-il? Au cas où les jeunes Algériens n'y auraient pas pensé. Mais M. Attali dit, l'Algérie a été laissée par la France en état de marche. La France a laissé à l'Algérie le Sahara, le gaz et le pétrole. Moi, je rajoute toujours qui n'étaient pas algériens, parce que le Sahara n'était pas algérien. Ce sont des Français qui ont mis les pieds au Sahara, Conrad Killian, entre autres, un Français d'origine étrangère, ce qui prouve notre racisme, et ce qui prouve mon racisme à moi. Je cite toujours des gens de couleur et des gens d'origine étrangère qui ont servi la France. Lui a planté le drapeau français, c'était internationalement reconnu. Terre incognita, il l'a donné à la France. Alors on me dit, mais pourquoi dans votre gaullisme délirant, votre anti-gaullisme délirant, vous mettez tout sur le dos du général de Gaulle? Parce que j'en ai marre d'entendre dire « Mais pourquoi de Gaulle a largué l'Algérie? Mais pourquoi de Gaulle a largué l'Algérie ?» Mais on ne sait pas pourquoi de Gaulle a largué l'Algérie. Ça fait 20 ans que je l'écris. Ça fait 20 ans que ça n'est pas repris par les grands journaux, qui ne racontent que des conneries. Mais quand on leur met la preuve sous le nez, M. de Gaulle avait rencontré à plusieurs fois Ben Bella. Et M. de Gaulle était en rapport avec le FLN extérieur. Et le plan de Gaulle, sur conseil d'Adenauer, c'était de prendre la tête de la 3e force internationale. C'est-à-dire d'un côté l'Amérique, de l'autre la Russie, et lui, le grand patron de la 3e force. Et tout était prévu. Et c'est pour ça qu'il disait aux négociateurs d'Évian, « Enfin, dépêchez-vous, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais vous n'avez rien compris, mais vous ne comprenez pas. Ma politique, c'est le dégagement. » Alors les autres qui n'étaient pas tous pourris, comme les harkis et le Sahara, ne vous occupez pas de tout ça. Bradez ce qu'il faut. Il n'a pas dit brader, mais il y a les textes exacts. Donnez ce qu'il faut, mais il faut en finir. Et quand Mesmer vient lui dire un jour, mais les Français et les Français musulmans fidèles sont assassinés partout. Mais Mesmer, vous voulez recommencer la guerre d'Algérie? Tout ça, c'est authentique, c'est historique. Alors qu'est-ce qu'il était prévu? Il était prévu qu'après le départ de la France, à côté d'Alger, au camp des Pins, toute la planète était réunie, c'était le 2e Bandung international. Et là, à la tribune de cette assemblée, Ben Bella devait faire appel à De Gaulle pour venir présider la dernière réunion de ce nouveau Bandung, et De Gaulle devait prendre ainsi la place de leader mondialiste dont il rêvait, et je répète, avec l'appui d'Adenauer qui l'avait poussé.
Mais c'est Adenauer qui lui avait dit, mais vous pouvez, et cette place vous revient, mon général, mais il ne faut rien garder, peut-être même pas les départements et territoires d'outre-mer. Voilà. Et le soir de la fin de la conférence, Ben Bella devait faire appel à De Gaulle, qui devait venir présider la dernière réunion. Mais la veille, les services secrets russes et les services secrets américains se mettent d'accord, hein, foutent Ben Bella au trou et mettent en place Boumedienne, le chef d'état-major de Ben Bella. Alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ben, ils ont gagné que la Russie s'installait pour deux décennies en Algérie où ils n'ont strictement rien apporté, hein, et les Américains nous chassaient du Sahara pour faire plaisir à leurs pétroliers qui, depuis des années, hein, voyaient mal la présence de la France au Sahara avec son pétrole et la France membre de l'OPEP. Voilà. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est la vérité. Ça n'est jamais repris. Mais pourquoi De Gaulle a bradé l'Algérie? Mais on ne sait pas. Voilà. Ils ne savent pas. Ils ne savent rien. Ils ne savent jamais. Tout ce qui les intéresse, c'est de cracher sur notre pays. Cette nuit, je travaillais à ma table de travail et puis j'arrête 5 minutes pour aller manger un petit encas. Et puis je mets la télé. Je tombe sur une émission sur l'Indochine française. Il y a un grand monsieur du reportage français qui dit « Mais croyez-vous que la France se serait intéressée à l'Indochine s'il n'y avait pas eu les EVA ?» Mais pauvre con, il n'y avait pas un EVA en Indochine. Il n'y avait pas un EVA en Indochine. Les EVA ont été plantés grâce à un consul de France en Malaisie qui a piqué des graines d'EVA, qu'il a évacuées sur l'Indochine dans un crocodile empaillé, et c'est avec ces graines venues de Malaisie et piquées aux Anglais que les plantations d'EVA ont été faites en Indochine. Alors vous voulez que les gens, en entendant ça, que des gens d'origine étrangère en entendant ça, hein, aiment la France? Le gars qui a fait le film Indigène, là, j'en parle longuement dans le livre, hein, il a fait un film avec M. Debouze pour les gens qui se sont battus pour la France. Ah ben quels sont les comptes rendus de ce film? Les tirailleurs tunisiens, algériens, marocains, sénégalais, exploités, mal nourris, commandés par des brutes et des racistes. Mais tout ça, ce sont des conneries. Tout ça, ça n'a jamais existé. Jamais. Les seuls qui ont été mobilisés à outrance, ce sont les pieds noirs. 18 classes, 18 ou 19 classes. Du jamais vu en France. Et les autres, les Algériens, étaient en partie des engagés volontaires et en partie des appelés. Ça a dû faire à peu près 2,5% de la population algérienne. Environ 1,5% au Maroc et 1% en Tunisie. Et ces gars étaient fiers d'être dans l'armée française et de servir l'armée française. Alors, c'était de la chair à canon. Pourquoi? Pourquoi toujours raconter ça? En 14 aussi, les Sénégalais étaient la chair à canon. Mais moi, j'étais pas dans un régiment de tirailleurs, j'étais pas dans un régiment de Sénégalais, j'étais dans un régiment en Indochine de parachutistes coloniaux, commandos parachutistes coloniaux. Nous n'arrêtons pas. Jamais nous n'arrêtons. On partait 15 jours, 3 semaines, 1 mois en opération, à crapahuter tous les jours, chargés comme des mulets, à pied, avec 2 dotations de feu sur le dos. Et quand on rentrait à Hanoï,
au bout d'un mois et demi, 2 mois peut-être, eh bien, des fois la nuit, ils venaient nous chercher dans les bordels ou dans les dancings, et la moitié du bataillon rentrait bourré à la caserne, hein, parce que on allait au restaurant, on commandait à manger, mais on mangeait jamais ce qu'on avait commandé parce qu'on avait l'estomac rétréci comme ça. Il suffisait d'une bière ou deux, hein, pour que le gars soit un peu éméché. Ma brigade de commando parachutiste a perdu à elle seule, en tués, je parle pas en blessés, 3500 parachutistes de la brigade qui sont morts. À Dien Bien Phu et ailleurs, mais ailleurs, partout. Lorsqu'il y avait une fête musulmane, c'était les unités blanches qui allaient remplacer les tirailleurs pour qu'ils puissent faire la fête musulmane. Quand il y avait une fête bouddhiste, c'était les unités blanches qui allaient remplacer les Cambodgiens, les Vietnamiens ou les Laotiens pour qu'ils puissent faire leur fête. Jamais pour la Noël, personne ne venait nous remplacer. Est-ce qu'on gueulait? Est-ce qu'on se plaignait? Jamais. On était des soldats, des parachutistes, fiers d'être parachutistes et contents, en signe de reconnaissance, qu'on nous autorise à porter le béret rouge. C'était ça l'armée que j'ai connue, moi. Et lorsqu'on était engagé, hein, par Delattre qui survolait en avion, hein, les combats de la rivière Noire, eh bien quand le père Delattre envoyait un message lesté, hein, dans un conteneur d'obus, disant « Je vous demande de tenir 3 jours encore », personne ne riait, personne ne disait « C'est des conneries ». Le vieux nous demande de tenir 3 jours, on va tenir 3 jours. Et là, sur le côté, il y avait un régiment de tirailleurs marocains, où là, un tabord, et que les autres montaient toute la nuit au clairon par dizaines de milliers, eh bien, on savait qu'eux tiendraient, et eux savaient que nous, on tiendrait, et eux savaient que nous tiendrions. C'était ça, l'armée française. C'est autre chose que ce que l'on dit, c'est autre chose que ce que l'on raconte. Comment peut-on espérer avoir des jeunes à qui on enseigne que des saloperies sur la France qui pourraient aimer demain la France? Ils haïssent. Eh bien moi j'ai prouvé, et mon ami, mon adjoint, tout à l'heure le disait, j'ai monté des troupes scouts. Lorsque j'ai été blessé dans un combat au corps à corps, j'ai pris une balle dans la tête et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pensé à l'hôpital de Philippeville que nous allions gagner la guerre militairement mais la perdre politiquement. Je suis resté à Tébessa. J'ai pris la direction du Dar el-Askri comme vice-président de la maison des anciens combattants musulmans, puisque le président était toujours, par tradition, un musulman. J'ai monté une maison de jeunes à Tébessa, dans les Orest Nemencha, la maison des jeunesses françaises. Bizarre quand même, non? La maison des jeunesses françaises. Plusieurs centaines de gosses qui tous les jeudis, puisque c'était à l'époque le repos scolaire le jeudi, tous les jeudis, tout ce beau monde défilait en ville en chantant avec l'écusson France sur l'épaule. Alors oui, je crois que l'intégration était possible. Mais il était possible, alors je dis, mais Hollande, Le Pen, vous commencez à nous emmerder, hein? Vous vouliez tous les Arabes ici, et depuis qu'ils arrivent ici, vous n'en voulez plus. Mais quelle connerie, mais quelle connerie. Nous voulions l'Algérie et le Sahara français. Ça changeait tout. Mais avec une France qui avait gagné la guerre. Et l'immigration, si nous avions gardé les départements d'Algérie et le Sahara, ne se serait pas passé de là-bas vers ici, mais d'ici vers là-bas. Et tenant le Sahara, eh bien, nous mettions à l'abri toute l'Afrique noire, parce que tout ce qui se passe de dramatique aujourd'hui vient de ce Sahara où les populations locales voulaient que nous restions et nous les avons eux aussi abandonnés, livrés aux Arabes qui ne peuvent pas les voir
parce que ça n'est pas la même race, et ça n'est pas la même religion, et ça n'est pas, ce ne sont pas les mêmes coutumes. Là, vous croyez que si de temps en temps à la télé, on pouvait expliquer ça, vous croyez que si on pouvait expliquer ça, les Français seraient toujours aussi cons qu'ils le sont aujourd'hui? Parce qu'ils ne comprennent rien à rien, parce que personne ne fait en sorte qu'ils comprennent quelque chose. Voilà la réalité des faits. Alors j'en reviens à M. Attali, que je n'ai pas oublié, ne vous tracassez pas. M. Attali disait dans un de ses derniers papiers, que je vais reproduire dans le journal des cadets qui sort dans les 15 jours qui viennent. Attali disait donc que la France avait laissé une Algérie en état de marche. Merci, monsieur Attali. Hein? Mais le gouvernement d'Alger a ruiné le pays en dispatchant n'importe comment l'argent, en recevant en Algérie tous les paumés de la planète, hein, en envoyant des délégations dans le monde entier, dans les plus grands hôtels, faire des réceptions, tout ça. Enfin, le fric a coulé à flot. C'est M. Attali qui le dit. Et il ajoute, l'Algérie aujourd'hui est ruinée. L'Algérie aujourd'hui est ruinée. Et les 3/4 des jeunes Algériens, point de suspension, car la moitié de la jeunesse algérienne a moins de 20 ans, point de suspension, eh bien cette jeunesse n'a plus qu'une idée, venir en France. Ne vous tracassez pas, ça se prépare, ça va arriver. Dès que M. Bouteflika casse sa pipe, vous allez voir le cirque. Alors que dit M. Attali? Ces jeunes ne pensent qu'à une chose, venir en France. Vous êtes bien assis? Asseyez-vous bien. Ils en ont d'ailleurs le droit. Non mais, ça mérite pas la haute cour, ça? C'est pas, ça devrait pas être la haute cour pour ces gens-là. Comme ça, s'ils n'y avaient pas pensé, alors qu'est-ce qu'on a là en ce moment? En ce moment, on nous prépare des élections. Alors moi, vous savez que j'ai quitté le Front National parce que je n'étais pas d'accord avec Marine Le Pen, parce que moi je pensais que ni son père ni moi, nous n'avions besoin d'être dédiabolisés. Si on devait être dédiabolisé, c'est que pendant 40 ans, on avait raconté des conneries. Et moi, je pense que pendant 40 ans, on n'a pas raconté des conneries, on a dit la vérité aux Français. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'être mis en place, hein? Au même titre que les affaires Fillon sont parties de l'Élysée, on sait quelle filière elles ont prise pour arriver là où l'on sait. Eh bien, pour la même chose, toutes les affaires qui éclatent dans le pays partent de l'Élysée. Ça n'est pas compliqué. Alors, Marine Le Pen, que je n'aime pas beaucoup, mais je ne viens pas ici dire du mal de Marine Le Pen, parce qu'il faudra bien quand même savoir pour qui on va voter dans ce cirque qui se prépare. Mais que font-ils? Mais eux, ils font en sorte, actuellement, de ne pas attaquer Marine Le Pen, qui a financièrement autant de casseroles aux fesses que M. Fillon. Mais ils ne l'attaquent pas, pourquoi? Parce que la démocratie, telle qu'ils la voient eux, ça veut dire que 50 ou 55% des Français peuvent voter, leur vote ne sert à rien. Du matin au soir, que ce soit des soi-disant comiques, ou que ce soit des émissions de radio, même de cuisine, de n'importe quelle émission, tout un tas de gens attaquent le Front National et la droite nationale. Tout ça s'est défalqué sur le compte de qui, au point de vue horaire d'émission? Sur le compte de personne. Ça n'est pas décompté, ça n'est pas mis au service de la gauche. Je voyais l'autre soir M. Hamon qui parlait dans une salle où il y avait énormément de jeunes. Étonné d'ailleurs, j'étais étonné, énormément de jeunes. Tout le boulot, le salaire pour tout le monde, le salaire universel, bravo, bravo, hein.
Et puis vous aurez 10 steaks de plus par semaine. C'est n'importe quoi. Au même titre que nous sommes en guerre, à moitié en guerre civile, et les événements qui se passent en banlieue devraient être stoppés dans la demi-heure qui suit, puisque nous sommes en guerre civile. Il y a un autre nom, mais ça veut bien dire ça. Eh bien, rien n'est fait pour arrêter ce carnage. Rien n'est fait pour arrêter ce cirque. Et M. Attali, toujours lui, disait, dans un autre papier plus récent, il y a 2 semaines, que tout compte barrage contre Marine Le Pen. Voilà, contre Marine Le Pen. Et monsieur l'ancien Premier ministre, Valls, qui s'est fait virer, hein, avait quand même déclaré « Nous envisageons, au cas où le Front National gagne les élections, de supprimer le vote ». Ils se sont quand même permis de le dire, oui, cher ami, ne vous tracassez pas, si je vous le dis, c'est que ça a été dit, et tout ça, tout ça c'est noté. Ils se sont permis cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi il y a le cirque dans les banlieues? Pourquoi il n'y a pas de mouvement de jeunes? Parce que les mouvements de jeunes, c'est la jeunesse à Pétain. Écoutez bien le raisonnement. Il est totalement valable. Lorsque De Gaulle est arrivé à Paris, les cartes de ravitaillement allaient être supprimées. Et puis, il y a eu quand même, pour le pain et pour certains produits, des cartes de ravitaillement qui ont été remises en place pour plusieurs mois, plus d'1 an. Et les ministres de Gaulle disaient, vu l'état d'esprit du moment, où c'était la guerre entre les gaullistes et les communistes, vu le ravitaillement qui ne marchait pas, parce que la moitié de la France était démolie et tout, mais elle était déjà démolie sous le régime d'avant, De Gaulle a déclaré à ses ministres « Je sais ce qu'il faudrait faire, mais Pétain l'a déjà fait. » Voilà. Moi, je ne me lève pas la nuit pour aller gueuler « Vive Pétain !» Mais il se trouve que ce que je vous dis ici, je l'ai dit pendant des mois à la tribune de l'Assemblée nationale. Et quand je montais à la tribune de l'Assemblée nationale avec sous le bras mon dossier, eh bien ça paniquait dans l'hémicycle. Ça paniquait dans l'hémicycle. Parce qu'un jour, Mme Georgina Dufoy a dit « Mais Monsieur le Président, faites taire cet individu !» Hein, on entend aujourd'hui des choses qu'on n'a pas entendues ici depuis 40 ans. Je lui ai dit, mais madame, cet individu est député, élu du peuple, exactement comme vous. Mais moi, pour être élu député, il m'a fallu 3 fois de voix que pour vous. Et à ce moment-là, le ministre des Affaires étrangères s'est levé, mais c'est vrai, c'est un scandale. Je dis, monsieur Chesson, oh, j'allais vous oublier, monsieur Chesson. Mais parlons de vous, monsieur Chesson. Vous avez écrit dans Le Point, tel jour, à la fin de la guerre d'Algérie, désigné un portrait des problèmes du Sahara avec le FLN, je n'ai travaillé qu'au profit du FLN. Il y a encore un malpoli qui veut m'interrompre. Personne ne voulait m'interrompre. La seule idée qu'ils avaient, c'était de nous foutre à la porte. Ce qu'ils ont fait quelques mois après. Vous voyez? Alors, Hollande, vous avez un moyen de sauver la France? Oui, j'ai un moyen de sauver la France. J'ai un moyen de sauver la France. Comme je vous l'ai dit, c'est de donner l'exemple. J'essaye de donner l'exemple. C'est de donner mon pognon. Je donne mon pognon. Parce que les gens qui croient qu'on peut faire de la politique, qu'on peut acheter un drapeau pour les cadets sans argent, qu'on peut faire des tracts, qu'on peut sortir le journal que nous préparons sur 16 pages et qui va sortir prochainement, qui sera un anti-Charlie total, eh bien, il faut du pognon. Et les 3/4 des gens aujourd'hui mettent le pognon au fond de leur poche. Vous savez avec quel argent
tourne le Front National. J'ai été quand même 40 ans au Front National, je suis membre fondateur. Il tourne avec l'argent des pauvres. Vous savez, avec quoi tourne mon association d'anciens combattants? Avec l'argent des pauvres. Vous savez, avec quel argent j'ai acheté le drapeau que j'ai complété de ma poche? Avec l'argent de vieilles dames qui pleurent la patrie perdue. Voilà la réalité des faits. Nous sommes sur la pente rapide. Et l'autre soir, monsieur Hollande, tout ça c'est des conneries. Hein? Moi j'attends que vous nous disiez quand est-ce qu'on va descendre dans la rue avec la Thompson, publicité gratuite. Mais j'ai dit, je ne vous dirai jamais de descendre dans la rue avec la Thompson. Parce que c'est tout ce qu'attendent ces voyous du gouvernement. Ils n'attendent que ça. Que demain, un gars avec une batte de baseball, un autre avec un revolver sans cartouche, et le troisième avec un couteau de boucher, descendent dans la rue en gueulant « Vive la France » et « Abat Hollande », vous m'entendez bien ce que je vous dis. Je ne me prends pas pour un prophète. Ils armeront les banlieues pour défendre les valeurs de la République. Et toute la merde qui se passe aujourd'hui, c'est la suite à Nuit debout. Ce qu'ils mettent en place, ce sont des bandes armées, des bandes de voyous qui sortiront sur un simple appel, un simple coup de sifflet, si la droite a le malheur de réussir à passer. Puisque je lisais encore que un vote qui avait été fait à la Chambre à la suite d'une élection, je crois que c'est à 12 voix que l'avenir de la France avait changé. Là, maintenant, quand un parti comme le Front National fait 45 ou 50%, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Je vous dis bien, je n'aime pas Marine Le Pen parce qu'elle ne croit pas en grand-chose. Mais je ne ferai pas campagne contre elle. Ce soir, c'est différent. Quand je viens dans une réunion où des amis m'amènent pour parler à des amis, je ne vais pas raconter non plus ce que je dis à ma femme ou ce que je dis à ma secrétaire ou à mon adjoint. Voilà. Je pense que les choses sont dramatiques. Je pense que je ne sais pas du tout comment on va s'en sortir. Je ne le sais pas. Écoutez un peu les comptes rendus. Écoutez un peu tous les débats. Vous zappez sur la télé. Première chaîne, un débat. Deuxième chaîne, un débat. Troisième. Il y a que des débats partout. Alors de temps en temps, il y a un gars qui dit des choses sérieuses. Mais les trois quarts du temps, c'est de la bouillie pour les chats. C'est de la bouillie pour les chats. Alors comment va-t-on s'en tirer? Ben, si le monsieur qui m'a posé la question l'autre jour était là, il dirait, mais le père Hollande, il ne change pas souvent. Parce que je vais vous répondre, je n'en sais rien. Mais si on ne se mobilise pas, on ne risque pas de gagner. On ne risque pas de gagner. Parce que quand M. Hamon parle du salaire international pour tout le monde, quand les autres parlent de travailler 30 heures, comme ça, là aussi c'est la guerre. Il y a la guerre du terrorisme et il y a la guerre économique. Alors la guerre, comme toutes les guerres, si on la fait, on a des chances peut-être de ne pas perdre et même de gagner. Si on ne la fait pas, on ne risque pas de gagner. Alors c'est au moment où l'Inde est en train de sortir de son bourbier, comme la Chine, qui est devenue le centre d'esclavage du monde. Parce que pourquoi on peut acheter des liquettes à 3 €, des golasses à 1,50 € et tout? C'est parce que le peuple chinois est mis en esclavage. J'ai fait d'immenses reportages dans Paris Match sur la Chine. Hein? Bon, dans les trois quarts des usines, les gamines qui travaillent là, qui viennent de la campagne, qui sont paumées, sont logées et nourries par le patron qui enlève tout ça sur la paye. Et les salaires sont devenus des salaires de misère, un peu supérieurs à ce que la fille gagnerait à la campagne, parce que là c'est 3 fois 0, mais c'est comme ça.
Donc, cette guerre économique, eh bien, comme la guerre classique, il faut la faire. Et puis, il faut ne pas avoir peur de l'ouvrir. L'autre jour, je parlais à des amis dans un bistrot. Bon, j'essaie de ne gêner personne dans un bistrot. Dans un bistrot comme ce soir, je parle fort parce que vous êtes venus m'écouter. Mais dans un bistrot, je ne fais pas le cirque, je parle. Mais les gens maintenant ont tendance, quand ils entendent quelqu'un parler, de baisser la voix, ce qui fait qu'à un moment, vous vous apercevez que dans le bistrot, vous êtes seul à l'ouvrir un peu plus que les autres. Et les gars qui étaient avec moi se retournaient constamment. J'ai dit, mais toi, pourquoi tu te retournes? Et toi, pourquoi tu te retournes? Tu penses qu'il y a un Boche derrière? Mais les Boches sont partis. Et pendant la guerre, dans les bistrots, les Français parlaient plus librement qu'aujourd'hui. Vous deux, toi et toi. C'est ça la réalité des faits. Et qu'est-ce que c'est que ce cirque? Regardez les programmes télé, tous les soirs, les derniers secrets d'Hitler, le ceci d'Hitler. Il y a au moins 10 scènes le soir où il y a quelque chose sur Hitler. Quand c'est pas Hitler, c'est Pétain. Mais tous les soirs, c'est comme ça. Mais ça fait 100 ans, Verdun. Ça fait 70 ans, la fin de la guerre. Depuis 70 ans, il y a quand même eu quelques vérités qui ont été dites. On sait quand même que toutes les accusations contre le maréchal Pétain, je ne me lève pas la nuit pour gueuler vive Pétain, mais moi, j'aime l'histoire et la vraie histoire. Hein, moi, ce que je sais, ce que je vois, c'est pendant l'Exode, j'étais tout petit, hein, je vois les femmes qui embrassaient la photo du maréchal Pétain, hein, heureusement qu'il est là, celui-là, hein, et la Croix-Rouge distribuait. Et puis, nous étions à Paris, hein, nous étions dans le Midi, comme la moitié de la France du Nord, et tout le monde est remonté en zone occupée. Nous avons passé la ligne de démarcation et nous sommes arrivés à Paris. Et comme mon père était prisonnier, eh bien, nous logions chez ma grand-mère, qui était concierge, dans une loge qui devait faire le tiers de cette pièce, rue de Longchamp, impasse de Longchamp, à côté du Trocadéro, pas loin de l'avenue Kléber. Et là, à avenue Kléber, à 100 mètres de chez ma grand-mère, il y avait un garage qui n'existe plus aujourd'hui. Et là, il y avait une compagnie de garde allemande. Et le matin, la compagnie sortait du sous-sol, montait, en tapant du pied, et lorsque le premier soldat mettait son pied sur l'avenue Kléber, tac, il sentait. Et en face, il y avait une épicerie de luxe. Et moi, je passais à cette heure-là pour aller à l'école. Et là, il y avait 30, 50, 200 personnes qui disaient, mais on peut régler ta montre sur ces gens-là. Ça, c'est du sérieux. Un peu plus loin, il y avait une entrée de métro avec un vieux de la guerre de 14 qui avait une jambe en moins et un bras en moins et qui portait la tenue des invalides avec la casquette brodée. Hein? Et il vendait des billets de la loterie. Et il portait sa Légion d'honneur et sa médaille militaire, plus une croix de guerre avec quelques citations. Et tous les soldats allemands qui passaient, du deuxième classe au général, tout le monde saluait, mais disant, ils sont beaux, ils sont propres, ils sont polis. C'est ça la réalité des faits aussi. Alors après, ils se sont conduits comme des salauds. Mais pourquoi se sont-ils conduits comme des salauds? Parce qu'à ce moment-là, les premiers collabos de France, les communistes, demandaient aux ouvriers de rouvrir les usines. L'autre soir encore, j'entendais à la télé un gars qui disait « Pétain a livré l'industrie française aux Allemands ». D'abord, on croirait que c'est Pétain qui a été à la frontière, ouvrir la frontière pour que les Allemands arrivent. C'est quand même la totalité du corps électoral français, par ses représentants, à la Chambre des députés et au Sénat, qui a remis les pleins pouvoirs à cet homme qui avait 84 ans.
puisqu'il était retraité au début de la guerre de 14. Voilà, c'est pas compliqué. Alors à ce moment-là, hein, les tracts que j'ai reproduits, que je reproduis dans chacun de mes bouquins des communistes, disant pactiser avec les soldats allemands, prolétaires en uniforme. Dans quelle classe de France quelqu'un a osé dire ça aux enfants alors que c'est la réalité? Moi j'étais résistant, j'aurais pu faire carrière dans la résistance, j'aurais pu terminer, j'en ai eu 20 fois la proposition, quoi 20 fois, 200 fois, député maire d'une grande ville. J'étais même gaulliste à la Libération. Et le père Clairbois qui dirigeait la pension où j'ai été élevé, il était maréchaliste, anti-Bosch et un peu gaulliste. Comment? Comme les 3/4 des Français. Alors ceux qui aujourd'hui font en sorte que la réconciliation nationale n'ait pas lieu, c'est parce qu'ils préparent non pas les lendemains qui chantent, mais les lendemains qui vont déchanter. C'est pourquoi que croyant, aujourd'hui encore, et ce soir en rentrant chez moi avant de me coucher, je vais prier Dieu pour qu'il nous aide et que vive la France. Moi, je suis à des questions. Je pense qu'il y aura quelques questions. Qui se lance? Allez-y. Est-ce qu'il y avait une chance de conserver comme interlocuteur Ferrat Abbas à l'époque, quand vous avez parlé de Ben Bella? Là, il y aura beaucoup de choses à expliquer parce qu'il y a eu des essais qui ont été faits. Un certain nombre de pieds noirs n'ont pas très bien joué à une époque. L'administration française n'a pas très bien joué à une époque, mais il ne faut pas oublier que les 3/4 des gouverneurs de l'Algérie étaient socialistes. Au moment de la conquête, c'était les unités militaires, les officiers des affaires indigènes qui dirigeaient le pays, et ensuite ce sont les socialistes. Alors il y a eu deux choses aussi, le décret Crémieux qui s'est adressé aux juifs et non pas aussi, également aux musulmans, et puis le fait que lorsque déjà au moment où les rebelles algériens de l'époque de la conquête sont venus capituler, le chef rebelle algérien, dont vous connaissez le nom, a dit « Nous attendons vos missionnaires ». Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gars, ils l'ont emmené dans une loge maçonnique. Voilà. Et ce sont les maçons qui ont interdit que le christianisme soit répandu en Algérie, alors que la Kabylie et d'autres régions étaient des régions chrétiennes du temps des Romains, puisqu'il y avait 500 évêchés en Algérie. Alors, il est bien sûr et certain qu'il y a eu des erreurs, mais moi je peux dire, ayant été sur le terrain, qu'au moment de l'Algérie française, beaucoup de pieds noirs avaient compris, hein, et beaucoup de pieds noirs se sont mêlés à nous, hein, pour faire en sorte que l'entente ait lieu. Voilà. Il y a eu des erreurs de fait, mais ces erreurs, par la suite, on a essayé de les corriger. Et lorsque De Gaulle est arrivé, d'ailleurs, les premières paroles qu'il a eues à Mostaganem ou à Alger, c'était que l'Algérie devait rester française, il n'y a plus ici, je vous l'annonce, que des Français à part entière. Alors après, les Algériens ont voté, et chaque fois qu'il y a eu des votes, eh bien ça n'était pas bon. Ils ont fait voter jusqu'au moment où ils ont voté avec le couteau des égorgeurs sur la gorge, ils ont voté pour le FLN.
Lors de votre dernière conférence de public, vous aviez parlé de monter des mouvements pour les jeunes. Pardon? Vous aviez parlé la dernière fois de monter un mouvement pour les jeunes. Oui, je suis en train de monter un c'est mouvement ça. de cadets. C'est ça. Et nous allons sortir un journal qui sera l'anti-Charlie, qui ne sera pas politique, mais qui sera patriotique et qui, chaque mois, apportera, Vous avez commencé, aux jeunes la véritable histoire de France. Autre question? Autre question? Bon, je suis content de vous avoir convaincu, tout le monde, j'espère. Ils sont intimidés. Hein? Ils sont intimidés. Hein? Magnifique. Oui. Pas d'autres questions? Regarde de quel côté elle s'ouvre. Hein. Mais là, Qui vient de sortir. Et vous avez quelques livres antérieurs. Alors vous êtes fortement et chaleureusement invités à venir les acquérir. Et sachez que vous contribuerez ainsi à aider M. Hollindre à réaliser son mouvement de jeunes. Car vous voyez, si la culture n'a pas de prix, elle a un coût, malheureusement. Et le combat culturel aussi, il s'en fait partie. Oui, ça va.